à son Excellence le consul de l'Uruguay, mesdames et messieurs qui sont sur place et qui nous suivent en ligne. Bienvenue à cette sixième conférence de l'Observatoire de la francophonie économique et le Centre interuniversitaire d'analyse des organisations, le CIRANO. Donc, nous sommes très enchantés, très heureux aujourd'hui de recevoir le professeur Michele Gazzola de Ulster University au Royaume-Uni. Michele est maître de conférences en politique publique et administration à la School of Applied Social and Policy Sciences à Ulster University au Royaume-Uni. Elle effectue présentement un séjour de recherche à l'Université d'Ottawa et plus précisément à la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques grâce à un soutien de la DAAD, qui est l'Office allemand d'échange universitaire. Monsieur Gazzola détient un doctorat en gestion de la communication multilingue à l'Université de Genève. Il a, dans ce cadre-là, travaillé avec deux de nos collègues et collaborateurs, François Grain et François Vaillancourt, qui est présent ici. Alors, ces domaines de recherche comprennent les politiques linguistiques, l'économie des langues, l'analyse des politiques publiques et le plurilinguisme en tant que phénomène social. Il a reçu des mandats de conseil, entre autres, de la part du Parlement européen et de la Confédération suisse. Il est co-directeur de la revue Language Problem and Language Planning. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler de l'évaluation des politiques linguistiques dans les organisations plurilingues. Bienvenue, merci. Merci beaucoup de cette présentation et surtout merci de l'invitation. C'est pour moi un vrai plaisir de pouvoir venir au Québec, enfin, à Montréal, de revoir des collègues, de connaître de nouveaux, de parler avec vous de l'évaluation de politiques linguistiques dans les organisations internationales, notamment dans les organisations actives dans la protection des brevets et de la propriété intellectuelle. Je vais présenter ici certains résultats d'une recherche que j'ai menée sur le plurilinguisme dans les offices des brevets en Europe et au niveau international. Je pense, pour des questions de temps, aujourd'hui, on n'aura que le temps pour voir la question des langues dans les organisations internationales de la propriété intellectuelle au niveau mondial et pas au niveau européen. Peu importe. Certains résultats que je vais présenter ici sont aussi été publiés. Donc, essentiellement, cette présentation, elle est faite en trois parties. La première partie concerne une définition générale de qu'est-ce que sont les coûts et les avantages de régime linguistique. Le régime linguistique est une politique linguistique institutionnelle. Donc, c'est la politique linguistique d'une organisation ou d'un État. Bon. Donc, on peut prendre le régime linguistique de l'Union européenne, le régime linguistique de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, etc. C'est la politique linguistique, donc de déclarer un certain nombre de langues officielles de travail. Après, on verra ensemble comment le système international des brevets il est construit et quel est le rôle de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans ce système, comment les langues sont gérées. Et puis finalement, on va analyser un cas spécifique. En 2008, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a ajouté, en ce qui concerne les brevets, deux nouvelles langues de travail et des publications, le portugais et le coréen. Donc, il s'agit d'évaluer un peu quels ont été les impacts, les résultats, les conséquences de ce choix d'augmenter le nombre de langues, alors que souvent on pense que c'est mieux de les réduire pour économiser de l'argent et pour rendre le système plus efficace. Donc, la question est, est-ce que davantage de plurilinguisme ou de multilinguisme est nécessairement moins efficace? Qu'est-ce qui s'est passé après 2008 avec les données qu'on a, hein? Donc, c'est en fait une application du cas général. Alors, première partie de cette présentation, j'aimerais décrire d'une façon assez accessible comment dans la recherche appliquée, on opérationnalise, donc comment on traduit en variables concrètes pour l'analyse,
la notion de coût et d'avantage des politiques linguistiques dans les organisations internationales. Ceci, c'est une très belle salle qui fait partie du bâtiment de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, basée à Genève. Je vais vous montrer plus tard le bâtiment de l'extérieur. Ce qui est intéressant de noter ici, vous voyez déjà, ce sont les cabines pour les interprètes. Alors, les cabines pour les interprètes, normalement, sont associées à des coûts. On dit le multilinguisme de la organisations internationales, c'est de dire payer essentiellement des salaires pour des traducteurs et interprètes. Et cela coûte de l'argent. Ça peut être aussi au niveau de l'administration fédérale d'un pays plurilingue, comme la Suisse ou le Canada ou la Belgique. Donc, ce n'est pas la question juste des organisations internationales, c'est en général toutes sortes d'organisations publiques étatiques, voire qui doit faire face à au travail, au fait de devoir travailler en plusieurs langues. Et les coûts pour les traducteurs et les interprètes, effectivement, sont un des éléments qu'il faut prendre en compte. Et c'est ce qu'on appelle dans la littérature, enfin, avec plusieurs noms, mais les coûts qu'on voit, qui sont mentionnés souvent, qu'on appelle les coûts directs. Voilà, donc les services linguistiques sont la forme la plus claire de coûts directs d'un régime linguistique, donc une politique linguistique plurilingue. Bien sûr, il y a des coûts de formation linguistique, donc il faut tenir compte. Formation du personnel, pas uniquement des mises à jour de traducteurs-interprètes. Et puis, bien sûr, il y a un pourcentage de overheads, donc de coûts généraux. Mais tout ça, c'est très, très évident, très clair. Mais ce n'est pas que ça qu'il faut garder à l'esprit. Ce n'est pas que ça qu'il faut tenir en compte. Il y a aussi d'autres formes de dépenses et des coûts qui sont associés à une communication multilingue qui ne sont pas directement liés à les coûts strictement directs. Bon, certains auteurs parlent de coûts indirects, mais ils sont généralement très difficiles à quantifier. Normalement, les erreurs, les retards, mais on peut avoir des erreurs et des retards même si on utilise le lingua franca, parce que le niveau de compétence peut changer. Ce qui compte en fait davantage, c'est de voir et d'estimer, si possible, ce qu'on appelle les coûts d'ajustement ou les coûts implicites d'une politique linguistique. Pour comprendre de quoi on parle, j'utilise très souvent cette image. Vous voyez, le bonhomme ici en bleu représente essentiellement une organisation publique. Ça peut être le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral, ça peut être le gouvernement fédéral suisse, ça peut être l'Union européenne, ça peut être l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les petits hommes en vert, qui ne sont pas en communication entre eux, mais ils doivent communiquer avec l'Office central, le gouvernement fédéral ou un office des brevets, et ben, tous ces gens sont des acteurs, des entreprises, des particuliers qui ont un certain répertoire linguistique. Or, ce répertoire linguistique, c'est-à-dire l'ensemble des langues qu'ils parlent, peut inclure ou pas les langues officielles du jeune homme ici en bleu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un de ces personnes, un des acteurs en vert, ne comprend pas la langue officielle de l'organisation en bleu. Bon, il doit faire face à plusieurs coûts. Et eux, ce coût-là, il doit être tenu en compte. Et on va voir justement après la fin de la troisième partie de cette présentation, c'était justement le cas du coréen. Donc, si la langue que vous parlez, ou votre langue de travail, ou une des langues que vous parlez, mais pas assez bien, est une langue officielle de l'organisation avec laquelle vous êtes en train de travailler, bah, il vous faudra soit payer vous-même de votre poche de traducteur d'interprète, soit vous-même apprendre langue, utiliser des outils informatiques pour la traduction automatique, mais là aussi avec quel degré de précision, investir de l'effort, du temps ou supporter de ce qu'on appelle souvent des coûts symboliques. Donc, même si vous parlez très bien la langue officielle du gouvernement fédéral, une ou deux qui ne correspond pas à votre langue maternelle, même si vous parlez très bien cette langue, il pourrait quand même, vous pouvez souffrir des coûts psychologiques dus à l'insécurité linguistique ou à la perte de prestige associée. Donc en fait,
les coûts dont on doit tenir compte quand on fait une analyse comparative d'alternatives de politique linguistique ne sont pas seulement le coût direct, mais il faut garder à l'esprit aussi cette catégorie-là. Au niveau de bénéfices, donc les avantages d'un régime linguistique, là aussi on fait une distinction assez claire, mais tout à fait utile, entre avantages directs, l'avantage le plus important et sans aucun doute le plus clair, c'est que grâce au fait d'avoir davantage de langues officielles de travail, l'intercommunication est plus simple. Donc, tout simplement, vous avez des interprètes, vous avez des traducteurs, et donc, cela vous rend possible de travailler dans votre langue préférée. Dans le gouvernement canadien, vous avez le droit de travailler dans n'importe quelle langue, en principe. Entre français et anglais, c'est votre choix. L'Union européenne, là aussi, chaque député a le droit de parler dans sa langue natale lors des séances plénières du Parlement. Donc, l'intercommunication vers l'extérieur et à l'intérieur de l'organisation concernée. Clarté, précision dans les échanges d'informations, ça c'est aussi un avantage. Si les traducteurs et les interprètes sont bons, ça c'est une condition nécessaire, bien évidemment. Les avantages symboliques sont l'inverse par rapport aux avantages, aux coûts symboliques. Donc, le fait de ne pas devoir faire face à des coûts symboliques dans la mesure où la langue que je préfère, elle est une langue officielle de l'organisation concernée et donc je me sens bien représenté par cette organisation. Les avantages indirects, et là le professeur Vaillancourt a fait beaucoup de travail à ce sujet, c'est surtout le fait de ne pas avoir à payer des coûts d'ajustement. Donc c'est l'inverse. Voilà. Donc le fait que on peut utiliser une langue qu'on connaît bien dans la communication avec le gouvernement fédéral ou l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ou l'Union européenne, pour les acteurs individuels ou les entreprises, ça veut dire qu'ils économisent des frais de traduction, de coûts de traduction, d'interprétation. Suivant le cas, ça peut être que l'économie générale, donc l'épargne qu'on arrive à obtenir grâce au fait que les gens ne doivent justement pas payer des coûts d'ajustement peut être plus élevé, plus grande que les coûts de traduction et d'interprétation auxquels doit faire face l'organisation centrale. Et c'est ce qui s'avérait le cas dans le cas des brevets, au moins pour ceux on le sait. Il est clair que certains coûts et avantages sont très difficiles à mesurer, là on est bien d'accord, mais ce qui compte surtout, c'est de faire une analyse au niveau comparatif et donc de comparer qu'est-ce qui se passe au niveau de la variation des avantages et des coûts si on adopte une politique linguistique plus ou moins multilingue. Alors là, je cite souvent une citation, là j'ai traduit de l'anglais directement en français, donc ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais je trouve que bon, le message est le même et je pense que c'est tout à fait pertinent de la répéter parce que ce politologue Jonathan Poole, dans un article très souvent cité, il dit « Il est faux de dire, je lis, que le fait d'avoir plusieurs langues officielles est nécessairement moins efficace ou inefficace. Au fur et à mesure que de plus en plus de langues maternelles sont officialisées dans un contexte, les coûts de traduction augmentent, oui, mais les coûts d'adoption ou les coûts implicites diminuent. La tendance à considérer le fait d'avoir plusieurs langues officielles comme inefficace peut refléter, dit Jonathan Poole, une vision centrée sur l'État, donc State-Centered Vision, c'était l'original, qui ignore les coûts auxquels les individus doivent faire face pour s'adapter aux politiques linguistiques. Attention, donc, le fait de dire les coûts de traduction et d'interprétation sont très élevés, oui, d'accord, mais quelle est l'alternative en termes de coûts auxquels doivent faire face les gens qui interagissent avec le gouvernement? Et ça, c'est l'éternelle question entre allocation des ressources et équité, donc qui doit être aussi gardée en compte. Donc, pour l'instant, on a juste parlé de
coûts et avantages. Donc, il peut s'avérer le cas qu'une solution plus multilangue soit au fond moins coûteuse qu'une solution moins multilangue si on prend en compte les coûts implicites. Mais même si une politique linguistique moins multilangue est plus efficace, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est la meilleure des solutions. Ça dépend aussi de quelles sont les conséquences distributives. Donc, c'est-à-dire comment les coûts vont être distribués parmi les acteurs. On n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais on a fait des recherches dans lesquelles on montre, par exemple, que dans le cas de l'Union européenne, qui a, comme vous le savez, 24 langues officielles de travail, quand la Commission européenne décide d'utiliser une ou trois langues seulement, notamment l'anglais, l'allemand et le français, ou l'anglais seulement, eh ben, il y a un pourcentage entre 50 et 25% de la population européenne qui n'a pas accès aux documents publiés dans une de ces trois langues. Parce que souvent, les gens surestiment leurs compétences linguistiques. Il y a encore une bonne partie de la population européenne qui est monolangue. Bien, à l'intérieur, par contre, à l'intérieur de ce pourcentage de gens qui ne comprennent pas l'anglais, le français et l'allemand, ceux qui ont la probabilité plus petite, disons, de connaître les langues étrangères et donc de ne pas être exclus sont en même temps les gens qui ont généralement un revenu moins élevé, un niveau d'éducation moins élevé. Donc, pas seulement, ça c'est une analyse intéressante parce que pas seulement on montre quel est le pourcentage de la population qui n'a pas accès à la communication, mais à l'intérieur de ce pourcentage, on peut faire une analyse de l'équité pour montrer quels sont les sous-groupes qui sont spécialement défavorisés. Hein. Et là aussi, c'est intéressant. Au niveau des brevets, normalement, on va voir tout à l'heure, ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont moins de ressources pour investir dans la formation linguistique. Et donc, quand un inventeur ne peut pas utiliser sa langue préférée pour déposer une demande de brevet, il est défavorisé et ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui ont ce genre de problèmes. Et là, c'est une analyse de l'équité qu'il faut faire. Donc, dans l'évaluation d'une politique linguistique, finalement, les deux critères, comme dans toute évaluation de politique publique, les deux critères doivent être tenus en compte. Hein. Le coût général, les avantages, c'est clair, mais aussi les conséquences distributives. Et ça, c'est une introduction très, très générale, mais on va voir comment on peut appliquer ces concepts dans le cas spécifique du système international des brevets. Alors, comme vous voyez ici, c'est très joli bâtiment est le bâtiment vu de l'extérieur. Au début de la présentation, vous avez vu la salle avec les cabines des interprètes. C'était le bâtiment à l'intérieur. C'est un bâtiment à Genève, en Suisse, où il y a le quartier général de l'OMPI, donc l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui fait partie du système des Nations Unies. C'est un très joli bâtiment avec une vue magnifique sur le lac s'il n'y a pas de nuages. Donc, si vous passez par Genève, je vous conseille d'aller dans le rooftop, comme on dit, donc la terrasse en haut pour boire un café, c'est très joli. Et l'OMPI, c'est une organisation des Nations Unies qui gère les droits des propriétés intellectuelles, qui favorise la protection des droits des propriétés intellectuelles dans le monde. Or, je dois répéter deux, trois notions ici, je pense que c'est assez important. Donc ici, dans cette diapositive, je ne sais pas si les gens arrivent à la voir, mais on fait une distinction. Donc dans la boîte verte, c'est écrit droit de propriété intellectuelle, donc la grande catégorie. Elle est divisée en deux sous-catégories. Les droits d'auteur, pour les musiciens, les écrivains, des choses comme ça, et les droits des propriétés industrielles. D'accord? Donc la deuxième boîte bleue en bas. Or, la propriété industrielle, elle est divisée en plusieurs catégories. On a les brevets, dont on va parler aujourd'hui, les marques, les dessins industriels et autres choses, comme les indications géographiques, c'est écrit, et les modèles d'utilité. On n'a pas le temps de rentrer en détail. Donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les brevets, donc sur la propriété industrielle. Surtout parce que c'est en fait, en termes économiques, c'est la partie la plus importante. Et surtout parce que
c'est celle qui a, d'un point de vue de la politique linguistique, elle a peut-être une des significations les plus importantes parce qu'un brevet, c'est surtout un document écrit. Alors, il faut le rappeler, peut-être pas tout le monde parmi les gens qui nous écoutent connaît la définition de qu'est-ce que c'est un brevet. Un brevet, alors je cite ici l'OMPI même, est un document délivré sur demande par un office gouvernemental ou un office régional agissant pour plusieurs pays comme l'Office européen de brevets, qui décrit forcément dans une langue, c'est pour ça que c'est intéressant au niveau linguistique, qui décrit une invention et crée une situation juridique dans laquelle l'invention brevetée ne peut normalement pas être exploitée, fabriquée, utilisée, vendue ou emportée qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet. Donc le brevet n'est pas l'invention en tant que telle, mais c'est un document qui établit de droit. Donc le brevet essentiellement a plusieurs parties, mais les deux parties les plus importantes sont la description. Normalement, un brevet, ça fait à peu près 20 pages. Il y a une description dans laquelle l'invention est décrite d'une façon la plus vague possible. Euh, c'est précise, mais en même temps vague. Après, je reviens sur ça. Et puis, il y a une deuxième partie qui s'appelle les revendications, le claims en anglais, la revendication. Les revendications sont justement la partie, la partie juridique d'un brevet qui détermine l'ampleur de la protection juridique. Or, vous savez très bien que si vous avez des droits, en tant qu'inventeur, vous voulez avoir des droits d'exploitation de votre invention, votre intérêt, c'est de faire en sorte que les gens ne peuvent pas la copier. Donc, la description doit être précise, mais en même temps assez vague, notamment en ce qui concerne la protection juridique, pour ne permettre pas aux gens de dire oui, mais j'ai inventé quelque chose de semblable qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, l'aspect linguistique, à la fois dans la description et dans la revendication, il est très important. Et les mandataires de brevets, ils reçoivent normalement des salaires qui ne sont pas tout à fait négligeables, hein, d'après ce que je sais. Donc, l'invention, bon, on sait tout le monde ce que c'est une solution à un problème technique, mais le brevet, justement, c'est un ensemble de droits et une description de cette invention qui est notamment faite dans une langue. Autre que à fournir la description de, enfin, autre à fournir la description de la protection juridique du brevet, donc de l'invention, le brevet a aussi une autre fonction qui est celle de faire circuler la connaissance. Alors, je cite ici une phrase tirée dans un livre très intéressant sur le système européen des brevets de Van Pottelsberg François, qui disent, là aussi c'est en anglais donc je le traduis, le système des brevets reflète un compromis entre la stimulation et la diffusion des innovations. Donc, d'une part, donc pour stimuler les innovations, on a conçu pour stimuler les activités de recherche et développement qui coûtent beaucoup et l'innovation, on donne un pouvoir monopolistique aux inventeurs. Un brevet, normalement, dure 20 ans. Donc, pendant 20 ans, vous, l'inventeur, si vous recevez le brevet, vous avez le droit, pendant 20 ans, d'avoir une exploitation commerciale exclusive de cette invention. Donc, si les autres vous copient ou cherchent de vendre votre invention, ils peuvent être portés en tribunal. En même temps, l'État dit, d'accord, on te donne 20 ans d'exclusivité, donc tu peux t'enrichir avec ton invention, mais tu dois nous donner la description. Et donc, ils disent, de l'autre part, ils assurent une diffusion mondiale des inventions par la publication de demandes des brevets. Il s'agit d'une caractéristique commune à tous les systèmes. Donc, en même temps, on dit, oh, vous avez le droit, cher inventeur, d'utiliser votre invention, mais nous, on veut savoir de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que l'innovation devient l'input, donc un des éléments pour des nouvelles inventions. Donc, on ne doit pas garder caché le contenu d'une invention. On ne peut pas la reproduire pour des raisons commerciales, mais les chercheurs et les innovateurs doivent avoir accès aux descriptions pour pouvoir utiliser cette connaissance pour développer d'autres choses. C'est un peu ça le compromis
derrière le brevet. Donc, entre stimulation de l'innovation en donnant des droits d'exclusivité aux inventeurs, mais en même temps, on demande en échange de publier tout de suite leur description qui devient après matière d'étude pour les chercheurs et les autres inventeurs. À nouveau, cette description, elle est faite forcément dans une langue et pas forcément dans une autre. Alors, là, je ne veux pas vous ennuyer avec les procédures du brevetage, mais quand même, on doit rappeler certaines choses. Donc, si vous êtes monsieur le déposant, ici on a mon nom, vous êtes monsieur le déposant, vous avez envie de déposer une demande pour protéger votre invention. Vous pouvez le faire au niveau strictement national, que au Canada, tant mieux, que en Chine, c'est votre choix, ou vous pouvez protéger votre invention dans plusieurs pays. Donc, vous pouvez choisir un bureau régional comme l'Office européen des brevets ou un des deux offices régionaux des brevets en Afrique, il y en a plusieurs, ou aller suivre des procédures internationales, donc déposer dans plusieurs pays en même temps, suivant la Convention de Paris, ou choisir la procédure dite PCT, Patent Cooperation Treaty, donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. La procédure PCT, qui est administrée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, établit, là je sais que vous allez pas lire, c'est trop petit, donc je lis, établit une procédure pour le dépôt et les traitements d'une demande unique de brevet avec des effets juridiques semblables dans les pays qui sont membres du traité. Donc, vous déposez une seule demande et en même temps, cette demande peut être activée dans plusieurs pays à la fois. Alors que si vous choisissez la Convention de Paris, qui a été créée en 1883, donc plus que il y a 2 siècles, hein. C'était la première, alors à l'époque de la deuxième révolution industrielle déjà, on avait la possibilité de déposer un brevet, une demande pardon, de brevet dans plusieurs pays et d'avoir le droit de revendiquer la date de dépôt, hein, du premier pays dans lequel vous avez déposé. Ça, c'est très important pour gagner du temps. On dit que moi, j'ai déposé aujourd'hui, après, je dépose dans 6 mois aux États-Unis, mais la date qui compte, c'est la date de dépôt ici au Canada. Hein. Avec le PCT, on doit éviter de déposer dans tous ces pays différents, mais on peut faire une seule demande pour beaucoup de pays, si on veut. Regardez, presque tout le monde, à l'heure actuelle, fait partie du système PCT. Donc, oui, l'Uruguay et l'Argentine, malheureusement, pas encore, et des pays africains non plus, mais la plupart des pays du monde font partie de la convention du PCT, donc du Patent Cooperation Treaty, ou traité de coopération en matière de brevets, qui est géré, comme je dis tout à l'heure, par l'OMPI à Genève. C'est une organisation qui a été créée en 1867 et, comme je dis, elle fait partie du système des Nations Unies. Alors, à l'époque, quand le système PCT a été mis en œuvre, à la fin des années 70 ou 70, comme on dit en Suisse, il y avait 5 langues de publication, c'est-à-dire langues officielles. Donc, les langues dans lesquelles on pouvait publier déposer, publier les demandes. Et ces langues étaient l'anglais, le français, l'allemand, le japonais et le russe. Et voilà, donc c'était les langues des pays fortement industrialisés, y compris l'Union soviétique. Il y a eu des réformes au fil du temps. On a ajouté l'espagnol en 1885 et le chinois et l'arabe, surtout pas parce qu'il y avait une vraie demande des entreprises, mais parce que ces 3 langues font partie des langues officielles des Nations Unies. Donc, il fallait harmoniser un peu l'OMPI. Mais à l'époque, en 1994, il y avait très peu de demandes en chinois. Aujourd'hui, c'est bien différent. En espagnol, en arabe, il y a encore assez peu, mais notamment en arabe. Mais bon, ça, c'était un choix fait surtout pour harmoniser le régime linguistique de l'OMPI avec celui des Nations Unies. La dernière réforme a été faite en 2008. On a ajouté le coréen et le portugais sur demande de la Corée du Sud et du Brésil. Donc la question qui se pose est quels sont les effets de ce choix? On pourrait dire, mais pourquoi
on va ajouter des langues, à compliquer un système quand déjà le monde de la technologie et de l'innovation parle anglais. À quoi ça sert d'ajouter des langues, augmenter les coûts de traduction et entraver la circulation du savoir? C'est ce que des gens ont dit. Mais est-ce que les chiffres, effectivement, nous disent, enfin, soutiennent cette perspective? Alors, dans cette diapositive, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais sur la base de la base de données officielle de l'OMPI, j'ai fait une analyse jusqu'à 2011 où j'avais les données sur l'évolution du pourcentage de demandes de brevets selon la procédure PCT. Ces demandes sont beaucoup, hein, on parle de centaines de milliers par année. Ce ne sont pas des brevets, hein, ce sont des demandes, je répète, des candidatures, de demandes déposées pour les brevets, pour la procédure PCT. Vous voyez que au fil du temps, la situation a changé énormément. Alors, je m'excuse pour les gens qui me regardent ici dans la caméra, mais je dois me tourner un peu. Donc ici, vous voyez au début, dans les années 80, essentiellement jusqu'à la chute de l'Union soviétique, les langues les plus utilisées étaient l'anglais, l'allemand, le japonais, le français et le russe. Après 50 ans, la situation aujourd'hui est la suivante. Le pourcentage de demandes déposées en anglais, pour la première fois dans l'histoire, après un pic dans les années 80, plus que 70%, pour la première fois dans l'histoire du PCT, la langue, l'anglais, c'est une langue minoritaire dans la mesure où pas la majorité des demandes sont publiées dans cette langue. 47,6%. C'était jamais vu, mais c'est un déclin qui a commencé déjà depuis 20 ans. Un déclin en pourcentage, hein, je veux dire. Notamment au bénéfice des langues asiatiques. Le japonais, la ligne rouge ici, dans les années 80 et 2000, a explosé comme langue d'utilisation du système PCT. Aujourd'hui, à peu près 20% de demandes sont déposées dans cette langue, suivi par les Chinois, qui étaient absolument inexistants quand la langue a été officialisée en 84, en 94, pardon, en 94. Après les années 2000, la langue chinoise devient de plus en plus utilisée. Aujourd'hui, elle est à la troisième place, suivi par l'allemand, le coréen qui a dépassé les français il y a à peu près 10 ans comme langue la plus utilisée de dépôt. Donc vous voyez qu'en fait, les 6 langues plus utilisées parmi les 10 langues officielles sont l'anglais, mais en déclin relatif, bien évidemment, le japonais, le chinois, l'allemand, les coréens et les français. Donc les langues asiatiques, notamment le chinois, le coréen et le japonais, sont des langues de plus en plus utilisées dans la recherche et l'innovation technologique. Donc la technologie parle multilangue, c'est ça qu'on peut dire, contrairement à ce que souvent on entend. Le pourcentage de langues en tant que vecteur de connaissances techniques, mesuré par le pourcentage de demandes PCT déposées par année, un indicateur imparfait, mais on n'a pas des indicateurs parfaits malheureusement. Ça dépend, donc l'importance d'une langue dépend pas seulement du pourcentage absolu, mais aussi du secteur technologique dans lequel auquel on s'intéresse. Donc, entre 2009 et 2011, les années pendant lesquelles j'avais des données précises, vous voyez qu'à peu près 28-29% de toutes les demandes internationales de brevets publiées dans les secteurs technologiques définis par l'OMPI comme communication numérique, donc digital communication, étaient en chinois. Alors que le pourcentage général de demandes en chinois était à l'époque encore 5%. En moyenne. Donc, certaines langues sont utilisées de façon très intensive dans certains secteurs technologiques. Le coréen, il est très présent dans un secteur appelé formellement, selon la classification de l'OMPI, microstructure et nanotechnologie, le japonais en optique, l'allemand en éléments mécaniques. Bon, pas une grande surprise, on sait que l'industrie des automobiles est très importante dans ces pays. L'anglais en pharmaceutique domine beaucoup plus. Donc, c'est là une conséquence importante, c'est-à-dire que les besoins linguistiques des inventeurs pour être à jour, pour savoir qu'est-ce qui se passe au milieu de la technologie des pointes
N'oublions pas que les demandes de brevets sont avec la littérature scientifique, mais les demandes de brevets sont une des sources les plus importantes de, de connaissances pour la technologie. Hein. Donc, si vous êtes chercheur, vous n'allez pas uniquement regarder les articles dans les revues, vous devez voir aussi les brevets. Hein. Donc, les besoins linguistiques des inventeurs qui cherchent à accéder à l'information en matière de brevets existants et les agents qui sont impliqués de plus en plus dans ce qu'on appelle la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est le strategic monitoring. Donc, dans un domaine spécifique technologique, dépend du domaine technologique dans lequel ils travaillent. Donc, la veille concurrentielle, ça veut dire, avant de me lancer dans une invention donnée, notamment mécanique, je veux d'abord voir qu'est-ce qui se passe. Et pendant que je suis en train de développer mon invention, je veux que quelqu'un voit dans les 2-3 ans pendant lesquels j'ai investi mon argent, il fasse une veille pour voir si en attendant, quelqu'un d'autre va inventer la chose que j'ai en tête. Et de plus en plus, il faut se rendre compte, ce monde, il est multilangue, notamment au profit des langues asiatiques, et les gens qui travaillent dans ce domaine doivent en tenir compte. Alors, je viens maintenant à la question du coréen. Laissons tomber le portugais, qui n'est pas très souvent utilisé, mais le coréen, oui. Donc, on a davantage de données. Donc, en 2008, comme je disais, le coréen a été ajouté parmi les langues officielles, enfin les langues de publication de l'OMPI, notamment du système PCT. Alors, vous vous rappelez maintenant cette image que j'avais utilisée tout à l'heure, elle est plus ou moins la même. Quels ont été les effets en termes de coûts d'un point de vue de l'organisation centrale, donc l'OMPI, le petit homme ici au milieu, et les inventeurs qui parlent coréen, allemand, anglais ou autre langue. Alors, d'un point de vue de l'organisation basée à Genève, le fait d'avoir ajouté les Coréens, ça impliquait forcément des coûts de traduction et d'interprétation, notamment des coûts de traduction. Parce qu'il faut traduire le résumé et le titre en français et en anglais, qui sont les deux langues de traduction à l'intérieur de l'OMPI. Or, dans les 3 ans après la réforme, donc 2009, 2010 et 2011, l'accroissement des dépenses pour les services linguistiques à Genève a été de 2,3 millions de dollars. Donc, effectivement, il y a eu une augmentation. Comme on était forcément, on s'attendait à une augmentation des coûts primaires du multilinguisme. Mais quel a été l'effet sur les coûts implicites ou les coûts d'ajustement pour les acteurs, donc pour les déposants qui doivent interagir avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle? Bon, déjà, on a eu une différence au niveau des coûts d'accès, au niveau de la connaissance, et surtout un changement en ce qui concerne les frais d'admission aux procédures. On va voir maintenant ces deux formes de coûts implicites, comment ont été évolués. Pour un premier ensemble des pays, des langues, ici, dans cette diapositive que je décris d'une façon très brève parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et ce n'est pas l'essentiel, mais ce n'est pas très grave. Ici, on va voir la conséquence en termes de distribution du fardeau d'accès à la connaissance. Les demandes, normalement, avant 2008, les déposants de provenance de la Corée du Sud déposaient soit en anglais, soit un petit peu en japonais. Maintenant, ils vont déposer le plus souvent en coréen. Donc, pour les inventeurs basés dans des pays anglophones, francophones, germanophones, c'est un coût extra pour avoir accès à cette connaissance. Même si l'abstract, il est traduit en français et en anglais, il y a des systèmes de traduction automatique qui aident un peu à comprendre maintenant de quoi il s'agit. Enfin, vous voyez dans cette diapositive, on va voir tout simplement ces changements, comment on a changé en utilisant un indicateur très simple, donc le pourcentage de demandes publiées dans la langue X par rapport aux demandes déposées par les pays où la langue X est officielle. Pour les pays bilingues comme le Canada, on a partagé le nombre de demandes suivant le pourcentage de la population qui a une langue comme langue maternelle. Donc vous voyez que forcément, cet indice était par définition nul avant 2008, parce qu'on pouvait déposer pas en coréen, en portugais avant. Il a forcément augmenté après. C'est-à-dire que maintenant, les inventeurs
des langues coréennes ou portugaises, ils ont davantage d'informations techniques à leur disposition. Pour les autres pays, le groupe des pays plutôt, ça a changé un peu. Mais pour les pays anglophones, ça n'a pas changé beaucoup. Ça a même augmenté parce que, en attendant, il y a eu, même si les demandes qui étaient publiées en anglais par les déposants coréens maintenant sont publiées en coréen, pour d'autres raisons externes, notamment l'utilisation de plus en plus intensive de l'anglais par les pays du Nord, Europe, euh, en général, la distribution de coûts de l'information pour les pays anglophones n'a pas changé énormément. Donc, tout simplement, la réforme, de ce point de vue, a créé une redistribution des coûts d'accès à l'information entre les pays. Mais l'aspect le plus important, c'est le deuxième, peut-être l'aspect le plus important, à mon avis le plus intéressant, c'est l'impact de la réforme de 2008 sur les coûts d'émission. Alors, dans cette diapositive, vous voyez l'ensemble des coûts et des frais auxquels doit faire face une entreprise basée en Corée du Sud. Il y a des taxes qui sont indépendantes du régime linguistique, donc la taxe de dépôt, la taxe internationale de dépôt, la taxe de recherche, on ne rentre pas en matière, sont des taxes, des fees qu'on doit payer au KIPO. KIPO, c'est le Korean Intellectual Property Office, pour avoir accès à la procédure PCT. On passe à travers le KIPO pour aller après à Genève. D'accord? La grande différence après 2008, c'est cette ligne ici, coût implicite des traductions. En faisant l'hypothèse que je prends de la littérature scientifique, qu'on demande de brevet à environ 20 pages et qu'on associe un coût d'à peu près 100 dollars canadiens par page, le coût moyen implicite pour une traduction d'un brevet d'environ 20 pages est à peu près de 2000 dollars américains. Alors, tout simplement, les entreprises maintenant qui utilisent le coréen comme langue de travail ne doivent pas payer cette traduction. Donc, elles économisent sur l'ensemble du coût d'accès à la protection de la propriété intellectuelle environ 104% de coûts. Donc, pour eux, le fait sur le total des coûts et des taxes qu'ils doivent payer, d'accord, avant la réforme, ils devaient traduire leur demande dans une des langues de publication. Ils faisaient normalement ça soit en anglais, soit en japonais. Maintenant, ils ne doivent pas faire face à ces coûts de traduction. Ce qui représente en général une économie de 55% par rapport à la situation avant 2008, en moyenne. C'est considérable. Donc, l'économie globale pour les déposants coréens, pour les 3 ans 2019-2011, était d'à peu près 28 millions de dollars. C'est 10 fois plus que les coûts, les suppléments de coûts directs auxquels doit faire face le Bureau international à Genève. Donc, c'était une économie pour les déposants de langue coréenne massive. Quel est l'impact de cette réforme sur l'efficacité? Très difficile à dire, mais bon, quand on est dans un institut de recherche, il faut quand même faire un effort supplémentaire pour voir comment cette réforme a pu avoir un effet sur l'efficacité du système dans la mesure mesurée en termes de développement de la connaissance et de diffusion de la connaissance. Alors, pour comprendre ça, je dois utiliser ce modèle très simple qu'on commence développé par Guélec et Potsberger, que j'ai adapté, qu'on commence à résoudre à partir de la fin, donc de façon récursive. Donc la question est, est-ce que ça veut dire un déposant, un inventeur. Est-ce qu'une entreprise, un inventeur, vaut la peine de déposer une demande de brevet ou de garder une invention secrète, donc de produire quelque chose de nouveau sans dire rien à personne, en prenant le risque d'être copié. Alors, ça vaut la peine de déposer une demande de brevet si le NG, ce net gain, donc c'est le gain net, est positif, c'est-à-dire le profit que l'entreprise a après avoir obtenu le brevet, moins
tous les coûts associés au brevet est plus élevé que le profit N, ça veut dire le profit que j'obtiens comme inventeur en gardant mon invention secrète sans demander de brevet. Donc le choix est entre je demande un brevet et j'ai des coûts ou je ne demande pas de brevet, je peux avoir des profits, je garde mon invention secrète, mais si quelqu'un me copie, j'ai aucune protection juridique. Donc l'inventeur doit déjà résoudre ces dilemmes. Si la réponse peut être oui ou non, avant, avant de décider si déposer un brevet ou pas, on doit décider si ça vaut la peine d'investir en général pour créer une invention ou pas. D'accord? Alors, à la question j'investis dans la recherche et développement, je dis oui si je fais un profit, non si je fais un profit négatif, c'est-à-dire si l'invention n'est pas profitable. Et si l'invention est profitable, donc il faut voir s'il vaut mieux la protéger pour un brevet ou tout simplement laisser une invention secrète. Alors, la réforme d'origine linguistique a affecté la variable C. Vous voyez, donc, ça rend l'accès à la protection de la propriété intellectuelle moins cher. Donc, ça rend cette alternative meilleure par rapport à garder l'invention secrète. Donc, ça permet de faire circuler davantage de connaissances, déjà, ou ça pourrait même stimuler directement l'innovation et le développement parce que le coût auquel je dois faire face en général pour développer une invention est moins élevé. Donc, c'est un peu ça l'effet en général théorique qu'on s'attend d'une réforme de réduction des coûts d'origine linguistique. Or, pour estimer si ces coûts a effectivement eu, enfin, cet effet positif sur le développement de la connaissance et des inventions a eu lieu, il faut faire des simulations. On n'a pas de données claires, donc il faut faire un peu de spéculation, mais bien argumentée, sur la base des simulations basées sur des estimations de la littérature de l'élasticité moyenne des taxes. Donc, l'élasticité au prix, tout le monde sait qui c'est, je ne pense pas de devoir le répéter ici, mais pour être simple, c'est une mesure de la sensibilité de la variation de demande au prix. Donc, c'est l'élasticité moins 0,3, ça veut dire que si le prix monte de 1%, la demande va diminuer de 0,3%. Alors, dans le cas des brevets, l'élasticité moyenne de demande des brevets aux taxes se situe entre 0,3 et 0,5. Donc, on peut plus ou moins faire une estimation. Le fait d'avoir diminué de 54%, comme j'ai montré tout à l'heure, les coûts d'accès à la propriété intellectuelle par les déposants coréens, et en prenant comme hypothèse une élasticité de 0,4, moins 0,4, donc la moyenne entre les deux qu'on voit dans la littérature, on devrait plus ou moins s'attendre à une augmentation de demande d'environ 20%. Ça, c'est ce que la simulation nous dit. D'accord? Donc, en multipliant tout simplement 54% par l'élasticité 0,4. Donc, ça veut dire, en termes absolus, à peu près 2300 demandes de plus. Grâce au fait que maintenant, les procédures sont moins chères, ça veut dire que les inventeurs ont une incitation plus grande à déposer. Donc, selon cette simulation, il fallait s'attendre en 2008 une augmentation sur les 3 ans après d'environ 20%. Donc 2300 demandes supplémentaires. Pourquoi cette chiffre est importante? Parce que l'Organisation pour la propriété intellectuelle, donc le système PCT, c'est autofinance. D'accord? Ce n'est pas une organisation payée par les États. Elle est autofinancée, c'est-à-dire que c'est une organisation dont le revenu provient justement des taxes payées par les déposants. Donc, si vous êtes l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, d'accord, et il y a davantage de gens qui déposent des demandes, vous devenez plus riche. Or, si effectivement l'OMPI a reçu 2300 demandes de plus pendant la période 2009-2011, elle a aussi réussi à recueillir davantage de taxes, donc à s'autofinancer. La taxe moyenne pour le dépôt, donc ce que l'OMPI gagne à chaque demande, est environ $1 300.
ça aura été fait à peu près 2,7 millions de dollars de revenus supplémentaires, ce qui va exactement à couvrir le coût de traduction supplémentaire pour les Coréens. Donc, ces raisonnements vont tout simplement dire que comme l'augmentation de 2300 demandes, l'augmentation estimée, elle est plus élevée que ce que l'augmentation des nombres de demandes que l'OMPI a besoin d'avoir pour balancer l'augmentation des coûts du régime linguistique. Donc, on peut effectivement s'attendre, mais là, bon, c'est une spéculation, je crois que basée sur des chiffres. On peut conclure que sans doute la coût-efficacité a augmenté. C'est-à-dire que la réduction des coûts d'admission a stimulé une demande de brevets, donc le revenu a augmenté, et ce revenu est suffisamment grand pour couvrir les frais supplémentaires de traduction. Quelqu'un pourrait dire, et après j'arrive à ma conclusion, quelqu'un pourrait dire, oui, mais attention, peut-être les gens, ils ont choisi de suivre la procédure PCT, mais ils auraient quand même déposé leur brevet ailleurs. Donc, ils auraient, par exemple, choisi une autre procédure, notamment la procédure strictement nationale en Corée du Sud ou la procédure dite de Paris. On n'a pas le temps maintenant pour entrer dans les détails, mais les données qu'on a montrent que c'est pas sans doute, ce n'était pas le cas. Pendant la période analysée, je reviens en arrière, le nombre de demandes déposées au niveau strictement national n'a pas changé, donc ça restait plus ou moins constant. Les nombres, oh, il y a une update maintenant qui dérange, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est apparu, une Java, etc. Enfin, tant pis, j'espère que les gens vont voir les diapositives. Si vous pouvez enlever, s'il vous plaît, merci. Et au niveau de l'autre procédure alternative au PCT, c'est-à-dire la procédure d'édite de Paris, selon la convention votée il y a déjà 2 siècles, là aussi, comme on voit dans ces diapositives, le pourcentage de demandes en modalité PCT sur le total de demandes déposées à l'étranger a augmenté effectivement, mais avant la réforme 2008-2019. Après, ça restait relativement constante. C'est-à-dire que les données qu'on a ne nous permettent pas de faire une analyse très fine. Mais d'après ce qu'on peut voir, il semble qu'effectivement, la réduction massive grâce aux économies sur la traduction, des coûts de traduction, la réduction massive des frais d'entrée dans le système de protection de la propriété intellectuelle a stimulé les déposants de langue coréenne à utiliser davantage le système PCT, pas comme substitution du système national au système de la procédure de Paris, mais comme un véritable nouveau incitation à déposer des demandes qui, sans aucun doute, enfin sans doute, n'auraient pas été posées du tout. Donc, pour arriver à la conclusion, après il y aura du temps pour la discussion, la première conclusion, c'est qu'une politique linguistique dans les organisations internationales entraîne des coûts et des avantages qui vont au-delà des simples frais directs de services de traduction et d'interprétation. Et ces coûts et les avantages peuvent être quantifiés. Le système international de brevets est devenu davantage multilingue. Et l'ajout du coréen, je ne suis pas persuadé pour le portugais, mais pour les coréens, je pense que oui, c'est relevé dans l'ensemble moins coûteuse qu'il semble. Et pas seulement il a créé une distribution, disons, plus équitable entre les inventeurs, mais sans doute, même si je ne veux pas mettre ma main sur le feu, comme on dit, mais ça a probablement accru aussi l'efficacité du régime. Hein. Grâce au fait, je le répète, qu'en réduisant les frais d'admission, ça a stimulé une plus grande utilisation du système par les inventeurs et ça a entraîné aussi une augmentation de revenus de la part du système PCT, hein, suffisamment grande pour couvrir les coûts extra de traduction et d'interprétation. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez davantage de renseignements sur ces thèmes, je vous suggère ici 2 publications dans lesquelles j'aborde la question dans le détail. Merci encore de votre attention. J'ai respecté les 45 minutes qu'on m'a données, donc je pense être bien.
Ah, c'est beau. Juste une observation pour relier ce que tu as présenté à une littérature qui existe déjà sur ce que tu appelles les coûts d'ajustement, je crois que tu appelais ça. Oui. Je l'ai écrit à quelque part. Jonathan Poole les appelle les coûts d'ajustement, je l'appelle les coûts implicites, mais Okay. peu importe. Les étiquettes. Bon, ce sont ce qu'on appelle, nous, en économie publique, les coûts de conformité. Voilà. Ou les compliance costs en anglais. Et en utilisant cette terminologie, ça te mettrait dans un ensemble d'écrits beaucoup plus grand qui serait tous les écrits qui existent sur l'économie de la réglementation et des impacts sur les personnes qui font face à une réglementation. L'accès au système de brevet international est une réglementation. Voilà, exact. On en tire des bénéfices, on est soumis à des coûts. Alors, ça serait une façon d'insérer ça dans des écrits plus larges. Le vocabulaire ne change pas beaucoup. Et l'observation supplémentaire, c'est que cette question de distance linguistique est aussi applicable à la distance physique. Je rencontre souvent des pays où on me dit qu'il faut réduire le nombre de communes. Ça coûte trop cher. C'est effrayant, ils sont trop petites. Et lorsqu'on leur pose la question à ces différents pays, alors vous réduisez le nombre de communes, les gens vont se faire servir comment? En présumant que l'Internet ne fonctionne pas très bien dans beaucoup de pays où moi je vais. Bien, ils vont devoir se déplacer plus longtemps pour accéder à la mairie de la nouvelle commune qui en fusionne 5, par exemple. Les coûts privés ont été augmentés avec une réduction du public. Ouais. Donc, je pense que le message, il faudrait quasiment avoir une espèce de courbe d'arbitrage dans une de tes acétates, peut-être, entre le coût privé et le coût public. Et dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à montrer que l'augmentation de N à N plus 1 langue, c'est autofinancé fort probablement. On ne pourra jamais le démontrer avec certitude, mais l'argument me semble très, très, très plausible. C'est assez rare, ça. C'est rare, mais c'est le cas de cette organisation particulière qui s'autofinance. Non, mais dans beaucoup d'autres cas, on ne regarde pas sur l'autofinancement. Oui. Mais dans le fond, si on tenait compte de ce que les gens seraient prêts à payer, probablement qu'il y aurait de l'autofinancement. Oui. Dans ce cas-ci, ce que les gens sont prêts à payer est révélé par des frais le nombre de brevets supplémentaires qui génèrent des frais à l'organisation qui les accueille maintenant dans sa langue. Oui. Donc, ça, c'est très, je pense, il faut vraiment valoriser ça. Et puis, la chose que j'ai appris qui est le plus intriguant, c'est l'idée qu'il ne faut pas être trop clair dans son brevet. Et donc, à ce moment-là, le degré de certain point de vue, ça prend beaucoup de précision pour ne pas être clair. Ouais. Donc, très bien connaître la langue. Voilà. C'est le grand problème des mandataires de brevets, justement, c'est d'éviter ce qu'en anglais on appelle inventing around. Donc, oui, d'accord, tu as inventé quelque chose, et puis finalement, j'ai des exemples très amusants dans lesquels on décrit un stylo comme un outil pour écrire basé sur une sphère, parce que bon, on faut donc voilà, non mais c'est vrai, des cas concrets, c'est pas un stylo, non, c'est un outil pour écrire basé sur une sphère avec des langues qui fonctionnent de certaine façon, parce que un stylo peut avoir plusieurs formes. S'il est fait comme ça, c'est un stylo, mais s'il est fait comme ça, est-ce que c'est un stylo? Donc, dans le livre, là, vous voyez des exemples que je reprenne d'une étude de l'Office européen de brevets, dans laquelle vous allez vous amuser beaucoup, parce qu'effectivement, on voit des façons de décrire des choses qui sont très simples, mais très, très complexes, avec beaucoup de mots, pour les rendre en même temps vagues, mais susceptibles d'être protégées. C'est pour ça que l'aspect linguistique, il est vraiment essentiel. Voilà. Et d'ailleurs, la question, en Europe, maintenant, on a depuis 2 ans un brevet unifié. Donc, un brevet, vous pouvez déposer maintenant une demande de brevet qui est automatiquement valide dans toute l'Union européenne. Et la question, justement, de traduction était ce qui a bloqué ces projets pendant 20 ans.
parce que les pays, l'Espagne et l'Italie ne voulaient pas que l'anglais, le français et l'allemand étaient les seules langues admissibles, justement parce que se disent, oui, mais notre inventeur, ce sont souvent des petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas les moyens de partir dans une compétition internationale dans des langues qu'ils maîtrisent mal. En plus, et ça c'est aussi intéressant, le brevet, après, il a force juridique. Donc, si vous êtes un inventeur et vous ne comprenez pas la langue des brevets déjà publiés et adoptés dans un pays, vous prenez le risque de ne pas respecter la loi. Hein. Attention, parce que vous ne savez pas que ce qui a été inventé, vous ne savez pas quelles sont les inventions protégées par la loi, parce que vous ne comprenez pas la langue, donc vous prenez le risque de violer des brevets déjà existants. Il y avait, attendez, il faut... Quand on dit qu'un brevet ne doit pas être trop clair, ce n'est pas tout à fait le cas. Il doit être suffisamment clair pour permettre la reproduction Oui, de ce qui est décrit, oui, mais il doit permettre la couverture d'un maximum de choses exact. qui sont incluses dans le Exact. brevet. Donc, quand vous dites il ne doit pas être clair, ce n'est pas tout à fait exact. Il doit permettre la couverture d'un maximum de choses et être suffisamment clair pour être reproduit. Voilà, c'est ça. Parce que effectivement, si on décrit un stylo comme un stylo, le voisin va faire un outil qui écrit Voilà. et qui va décrire comme autre chose qu'un stylo et vous serez plus Exact. protégé. Donc, c'est dans ça Ah oui, qu'est la nuance. c'est exactement sur, ce que je voulais dire. Ça doit être clair pour être accepté par... pour pouvoir être reproduit, c'est l'idée du produit et de l'innovation. Voilà, donc en fait, c'est surtout la partie des revendications, donc des claims, qui doit être très, très large et vague pour maximiser votre protection juridique. Oui. Juste savoir, sur l'introduction des Coréens et des Portugais, ça devrait normalement se justifier par le fait qu'il y a de plus en plus de demandes provenant de pays où on utilise le Oui. coréen et le portugais. Donc ma question est, dans quelle mesure je comprendrais que les brevets déposés en chinois, ça provient de la Chine. En coréen, c'est de la Corée, etc. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, par exemple, combien de brevets qui sont déposés en anglais qui proviennent de pays où on ne parle pas anglais? Si, oui, donc ça, distinguer si, entre oui. la langue du pays d'origine et la langue dans laquelle Et effectivement. on dépose le brevet. Et l'autre chose, donc vous avez parlé de réduction de 54% des coûts pour les gens qui déposent en coréen, mais ces coûts-là, c'est qui les prend en charge? Est-ce que c'est pour l'organisation qui traite les demandes? Est-ce que ça n'implique pas un coût? Voilà, les coûts C'est ça, donc c'est oui, juste internaliser les coûts au lieu de... les coûts sont internalisés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans cette phase qui doit accepter la demande et pouvoir la traiter. Oui. Donc, il y a eu effectivement une augmentation des coûts à Genève pour le traitement de demandes en coréen. Ça, oui. Ça, oui. C'est vrai qu'au niveau de la traduction, à Genève, on traduit que l'abstract et les titres. C'est pour ça que les frais de traduction ne sont pas augmentés énormément. En ce qui concerne votre première question, l'anglais, à ma connaissance, moi, je les chiffre dans les livres, je ne les ai pas en tête. C'est la seule langue dans laquelle plusieurs pays déposent des demandes de brevets. Donc, elle est utilisée très souvent comme lingua franca. Mais en fait, la plupart des demandes qui viennent en japonais, en chinois et en coréen viennent forcément de Japon, Chine et Corée du Sud. Pour les Portugais, c'est surtout le Brésil. Parce que paradoxalement, les demandes provenant du Portugal ne peuvent pas être déposées en portugais. Parce que les demandes de brevets internationales déposées par les Portugais doivent passer, selon la loi portugaise, doivent passer à travers l'Office européen des brevets, qui utilise que 3 langues, anglais, français, allemand, et après, ça passe au niveau international. Donc, les entreprises portugaises, paradoxalement, ne peuvent pas déposer en portugais. Ce sont les entreprises, je pense, de l'Angola et du Brésil qui peuvent le faire. C'est un peu étrange. Aussi, le japonais l'utilisait un petit peu comme lingua franca par les Coréens avant 2008, mais essentiellement les autres pays, la Suède, les Pays-Bas, l'Italie aussi et d'autres,
ils doivent choisir une langue qui n'est pas la leur, et normalement, c'est l'anglais. Donc, c'est surreprésenté. C'est surreprésenté. Et ça, c'est évident, vous voyez dans cette diapositive. Pour la langue anglaise, c'est la seule langue dans laquelle l'indicateur IA, il est plus élevé que 1. C'est-à-dire que c'est la seule langue pour laquelle le IR est plus élevé. C'est-à-dire que le pourcentage des mots publiés en anglais, il est beaucoup plus élevé que le pourcentage des langues déposées par les pays anglophones. Pour toute autre langue, il est moins élevé que 1. Parce que souvent même les entreprises françaises, très souvent, elles déposent directement en anglais, pour plusieurs raisons. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, le public? D'accord. Bon, je veux que tout le monde a présenté. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre attention. Ouais, Je vous merci laisse la beaucoup, parole. Merci Michele. encore. Et donc, Je vois au qu'il y a des plaisir gens qui doivent de partir. vous revoir une autre Bien fois. sûr, c'est Merci. volontiers. Merci de Et bon l'invitation retour à encore. Ottawa. Merci.